D'accord. On va avancer pour ouvrir le chapitre politique. Alors, comment est-ce que vous évaluez le processus électoral à quelques encablures de la présidentielle de 2024? J'ai toujours alerté. 2012, on avait un processus électoral correct, après plusieurs années de combat. D'ailleurs, c'est l'occasion de rendre hommage au président Abdoulaye Wade. On a voté sans isoloir, on a voté sans encre indélébile, on a voté sans pièce d'identité au Sénégal. On a voté les votes multiples, vous avez vu ça? Oui. Les pourcentages des élections présidentielles depuis jusqu'en 2000, mais c'était incroyable. Ça dépassait 80%. On a connu même l'étape du vote par les ordonnances en 96. Oui, les ordonnances au dernier moment et tout. Donc, ce processus-là, il y a eu un combat. Il y a eu un code consensuel. Ce code consensuel a donné un résultat en 2000. Il y avait le parrainage, mais ça concernait les indépendants. 10 000. La pièce d'identité était séparée de la carte d'électeur. C'est deux cartes qui ont deux fonctions différentes. Le regroupement, c'était juste pour accéder au fichier, pour le casser. Le fichier, il n'est pas disponible. Au moment où on est en train de collecter le parrainage, on n'a pas le fichier à jour. N'est-ce pas? Il a introduit le parrainage pour casser la participation. En 2018, en 2019, je fais partie de ceux qui ont été recalés sur la base du oh, ce gars il n'est pas dans le fichier, c'est pas à moi de mettre des gens dans le fichier. Je recopie des pièces d'identité de gens qui ont accepté de me parrainer. Ouais, il est pas dans le fichier ou bien il n'est pas dans telle région, etc. Donc le processus électoral a été cassé depuis 2000. Première illustration, 2017, vous avez vu la pagaille qu'il y avait. On est obligé de dire aux gens de venir voter avec n'importe quelle pièce. Et ça a continué jusqu'à présent. Le processus électoral qu'on a, il est complètement entre les mains du pouvoir. Il y a une application pour contrôler le parrainage. Personne ne l'a, personne ne sait comment ça a été contrôlé. Donc c'est presque une loterie le parrainage. Tu collectes correctement, tu as tous les éléments. Les gens ont développé toutes sortes de logiciels. Mais tu viens, c'est à eux de voir. Avec quoi on le compare? On le compare avec un fichier électoral que tu n'as pas. On lui a donné des commandes, des codes sources que tu ne maîtrises pas. Donc, ce processus électoral, on l'évalue, on considère que c'est un mauvais processus électoral. Ils ont regroupé la pièce d'identité. Est-ce que vous avez participé au dernier dialogue? Mais non, on n'a pas participé au dialogue. C'était un dialogue Mais les conclusions de ce dialogue sont en train d'être appliquées? Non, c'est pas des conclusions. Ce processus-là, c'est avant le dialogue. Le ministère de l'Intérieur, on avait sorti, il fallait quelqu'un de neutre et tout. Mais aujourd'hui, c'est des partisans. Ça n'a pas été traité au dialogue. Le parrainage, personne n'a dit qu'il ne fallait pas faire un parrainage, mais on a dit qu'il faut parrainer, que la personne puisse parrainer au moins 2 ou 3 personnes. La CEDEAO a dit très clairement qu'on ne peut pas considérer un parrainage unique comme ça. C'est la violation du secret du vote et matériellement impossible compte tenu du nombre du fichier. Ils l'ont gardé. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont dit, ouais, il faut mettre des députés parce qu'ils voulaient arranger certains pour qu'ils participent. Il ne faut pas déconner, quoi. Mais quand même, c'est des conclusions. Non, et mais la politique de la chaise vide n'a pas... Non, c'est pas un problème. Conclusion ou pas, ils allaient le faire. Ils ont toujours agi de façon unilatérale. Est-ce qu'ils ont demandé l'avis des gens quand ils ont fait une révision exceptionnelle à la place de la révision ordinaire pour 6 mois? Ils ne l'ont pas fait, ils ont violé le calendrier. Est-ce qu'ils ont demandé l'avis quand ils ont repoussé le début des parrainages d'août à septembre? Ils n'ont demandé l'avis de personne. Quand ils ont réduit la durée de collecte, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des gens? Ils ne demandent l'avis de personne. Ils foncent, la tête baissée. Ils déroulent. Ils déroulent, voilà. En se disant, voilà, en face, il y a l'opposition, ils ne pourront rien. Et surtout quand ils ont des complices dans l'opposition qui acceptent. Ah mais bien sûr, mais regardez cette histoire de dialogue. Quand tu viens au dialogue pour dire, ouais, regarde ça, attends, ça c'est passé. Et voilà, le processus électoral au Sénégal, d'ailleurs ça fait partie des premières mesures que nous allons prendre, le dispositif électoral va être remis en cause, on va mettre en place des termes de référence clairs et on va rétablir la situation de 2012 et l'améliorer. Mais pour autant, est-ce que vous êtes rassuré parce que vous travaillez comme tous les autres candidats au dépôt de vos dossiers devant le Conseil constitutionnel? Est-ce que vous y allez rassuré par rapport justement au processus lié à la transparence? Non, personne n'est rassuré. Non, on va se battre. Ah, on ne va pas laisser faire. Avec quels moyens justement? Ah mais justement, on verra bien. De toutes les façons, on va se battre. On ne va jamais laisser les gens éliminer, les gens dans le parrainage, éliminer des gens sous des dossiers judiciaires comme ça.
tu précipites tout pour que les gens ne participent. Mais c'est clair. Je vous ai dit, lorsque vous mettez de l'avant l'intérêt particulier, lorsqu'il y a une menace sur l'intérêt collectif, vous devenez répressif. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Et c'est là où on en est. Il faut que les Sénégalais le comprennent. Les gens qui veulent garder le... Et surtout quand tu as peur. Quand tu te dis, bon, il y a des dossiers par-ci, par-là, et règlement de compte, et surtout si tu as fait ça aux autres. C'est ça le problème du Sénégal. Donc aujourd'hui, on peut avoir la paix, on peut faire une alternance simple, on respecte les règles, et on reprend parce que la priorité, c'est de développer le Sénégal, c'est de remettre de l'ordre, c'est d'utiliser des potentialités, passer d'un pays endetté à un hub pétrolier et gazier avec des ressources humaines, une capacité énorme de développement. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut porter. C'est le projet qu'il faut porter au Sénégal. Ce n'est pas un projet de règlement de compte, de guerre et tout, mais il faut arrêter la saignée. D'accord. Alors, à 2 mois de la présidentielle, le débat est parasité par des questions, des dossiers judiciaires, l'affaire Ousmane Sonko, le cas Barthélémy Diaz. Alors, comment est-ce que vous voyez toute cette situation? Oui, en fait, moi je pense, et je l'ai toujours dit, que la politique doit rester à la porte du palais de justice. C'est clair. Il y a des dossiers qui ont un renom politique parce qu'ils concernent des hommes politiques. Mais c'est des dossiers de droit commun. Il faut les traiter correctement en respectant le calendrier. Il ne faut pas les utiliser comme épouvantail. Là, il faut vraiment les séparer. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on ne peut pas avoir un dossier de droit commun. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais il y a des dossiers qui sont des dossiers politisés avec des violations graves des droits et des institutions. Prenons le cas du dossier de Ousmane Sonko. Mais la pire des j'ai jamais vu ça, un ministre de la Justice qui interprète des faits en disant la contumace, la décision est définitive, qui prend la responsabilité donc de juger à la place du juge. De s'ériger en juge tout simplement. Mais justement, de prendre le dossier, d'écrire à son collègue du ministère de l'Intérieur en lui disant sors-le du fichier. Le gars le sort du fichier. Un juge dit non, il faut le mettre dans le fichier. Tu dis nekouti, de mon fiche. Je ne lui donne pas le fichier parce que nekouti. Mais comment il peut être dans le fichier si vous l'avez sorti vous-même? Vous l'avez sorti sous la base d'une illégalité. On l'amène à la Cour suprême qui d'habitude traite ces dossiers sur le champ, les renvoie pendant tout ce temps, le parrainage se déroule. Mais ça c'est un cas d'école, il faut l'apprendre à tout le monde. Si on doit donner un exemple de la violation de la loi, de l'implication de l'exécutif dans le judiciaire, voilà un cas pratique. Alors, tu le ramènes, il perd des jours, le juge revient, il dit il faut le mettre. Tu refuses. Comment? Et entre-temps, le Conseil constitutionnel subitement sort un communiqué pour rappeler justement aux candidats qu'il y a un délai à respecter par rapport au dépôt des dossiers. Mais bien sûr. Ça vous surprend? Mais non, ça ne me surprend pas parce que le processus d'élimination de tous les candidats qui incarnent l'intérêt collectif, moi, ça ne me surprend pas. Parce que quand vous avez des limites dans la production des biens et services aux populations qui le sentent par la recrudescence de la pauvreté, l'ignorance, avec, vous avez vu, j'ai parlé de l'école, le chômage, l'insécurité, la maladie, tout le monde le sent. Le besoin de changement, il est réel. Moi, je te dis, quand vous parlez aux gens, ils vous disent, non, pour nous, il n'y a même pas de doute sur le champ. Quand vous avez vu les conséquences de votre gouvernance, vous dites, ces gens, mais ils sentent la douleur, ils veulent le changement. Mais qui incarne le changement? Il y a des hommes politiques au Sénégal qui sont dans l'opposition et qui incarnent le changement. Mais ces hommes politiques, pour éviter le changement, tu fais tout pour qu'ils ne participent pas. Et là, tu utilises tous les moyens, y compris en violant tes propres règles. Ces règles qui te permettent de les arrêter, de les garder en prison, etc., ces mêmes règles, lorsqu'elles vous permettent, qu'elles vous imposent de les libérer ou bien de leur donner le droit, mais vous ne les respectez pas. C'est du matin. C'est du matin. Et voilà là où on en arrive, lorsqu'on ne gouverne pas pour l'intérêt collectif. Il n'y a pas de secret. On n'a pas besoin d'être ingénieur ou bien juriste, spécialiste de quoi que ce soit pour comprendre le jeu. Je veux garder le pouvoir. Les gens qui veulent prendre le pouvoir et développer l'intérêt collectif, ils constituent un danger. J'ai déjà fait souffrir mon peuple. Le peuple comprend, il ne veut plus de moi.
Maintenant, il faut que je reste. Pour que je reste, il faut que je trouve les moyens d'écarter ceux qui incarnent le changement et je mettrai tous les moyens. Maintenant, Mbédou Kanam là. Khalifa Sall et Karim Wade amnistiés, et pour Sonko? Ils ne sont pas amnistiés. Il n'y a pas eu d'amnistie. Gracié. Ah, nous, on a... Gracié. Amnistie, gracié. Amnistie pour des questions financières, ça, on ne l'acceptera jamais. Ils ont été graciés. Et maintenant, ils ont mis des conditions. Le dialogue, justement, ils ont mis des conditions supplémentaires à la grâce. Tout à fait. Mais pour éviter que d'autres soient graciés. Donc, pour ils ont dit il faut d'abord avoir vécu, il faut subir la peine, il faut un minimum de 2 ans, etc. Tout est calculé. Ce que les gens doivent comprendre, c'est ça. C'est que les gens calculent pour éviter de niébé. Mais sauf que pour Ousmane Sonko, il n'y a pas encore de jugement définitif. Sauf que le juge Ousmane Tchon a prononcé l'anéantissement de la contumace. C'est ça. C'est-à-dire que tous les dossiers d'Ousmane Sonko ne sont pas encore épuisés. Oui. Et ils savent que le temps ne leur permet pas de les épuiser. Aucun dossier n'est épuisé et ils n'ont pas le temps de le faire. Mais comme ils ne veulent pas qu'ils participent et qu'il faut qu'ils le fassent, ils violent leurs propres règles. C'est aussi simple que ça. Ok. D'accord. Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président Macky Sall? Au personnel, non. C'est un ami d'enfance. Hein. D'accord. Très bien, politiquement. Alors, il fut un temps où vous avez... Depuis octobre 2020, lors de notre il fut un temps où vous avez rencontré le chef de l'État et cela a créé une grande polémique. On parlait même de négociations pour entrer dans le gouvernement. Vous savez, les gens parlent. Moi, j'ai jamais voulu entrer dans un gouvernement parce que simplement, politiquement, je n'ai pas épousé les politiques publiques. Si je les avais épousées, je serais entré dans... J'ai jamais voulu entrer dans un gouvernement comme technocrate parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Un gouvernement, tu défends une politique. Hein. Moi, je ne défends pas des choses auxquelles je ne crois pas. Mais quand tu es technicien dans une administration, je peux accepter tous les postes comme administrateur. Ce que j'ai fait d'ailleurs, en fermant mon cabinet d'avocat et en étant secrétaire général du ministère de Karim en tant qu'IG. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Je fais bien la distinction. Mais entrer dans un gouvernement, il n'y a pas de technocrate et tout, vous défendez une politique. Je n'ai jamais fait parce que je n'ai pas accepté. Je suis quand même, je suis vilain, mais quand même j'ai des idées très claires. Je sais ce que je veux, je sais ce que je défends. Et moi je conçois très bien ce que pour moi la politique c'est pas un métier. Donc, je ne suis pas entré dans un gouvernement, je n'ai jamais voulu entrer. Je n'ai jamais négocié quoi que ce soit pour un gouvernement. D'accord. Quand le président de la République vous appelle pour discuter, il fait son développement de ce que peut être le Sénégal et tout, avec des témoins et tout. Tu lui montres clairement qu'on n'a pas le même cap. Et c'était fini. Un mois après, il y a eu un gouvernement. Est-ce que vous m'avez vu dans un gouvernement? Non, c'était terminé. Mais il fallait évidemment que les gens moussent ça pour dire ouais, il va entrer. Quand on t'annonce, combien de fois on m'a annoncé dans un gouvernement? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'organes de contrôle au Sénégal aujourd'hui. Cela ne pose-t-il pas un problème de rationalité? Vous avez été aussi IGE. Oui, aujourd'hui, d'ailleurs, dans mon livre, je le propose. Je propose un regroupement. Parce que la réalité, les organes de contrôle, c'est 3 fonctions. Il y a la prévention, comme ce que fait l'OFNAC, déclaration de patrimoine, etc. Les audits qu'il faut faire, des préventions. Il y a le contrôle et il y a la répression. C'est ça. Moi, je propose l'office central pour regrouper tout, scientifique, tout, avec 3 fonctions. Il y en a qui vont faire la prévention. Patrimoine, le contrôle, on déclenche, il y en a qui vont faire le contrôle. Les audits pour voir si ça marche bien, les contrôles d'inspection et après la répression. Tu regroupes, tu l'autonomises par rapport à l'exécutif, tu leur votes leur budget au niveau de l'Assemblée nationale et tu leur donnes la liberté de saisir la justice. C'est ça qu'on a proposé. Et si tu le fais, vous allez voir. D'accord. Des résultats attendus par rapport à cela, certainement. Mais alors, quel sort réserveriez-vous justement à l'exploitation des dossiers? Parce que les rapports sortent pour ne servir à absolument rien si ce n'est véritablement alimenter les débats publics. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Je suis président de la République. Ce n'est pas mon problème, les dossiers de justice. Ce n'est pas mon problème du tout. Moi, je m'occupe de ma fonction de président de la République. Je mets en place des institutions qui doivent fonctionner normalement. Et je veille à ce que ça fonctionne normalement. Je ne vais même pas savoir. Il y a des gens qui disent, oui, je mets un dossier sous le coude. Moi, je ne vois même pas de dossier avant. Je ne m'intéresse pas au dossier. C'est la justice qui va s'en occuper. Si c'est des contrôles administratifs, les gens, il faut respecter les règles contradictoires. Il ne faut pas les utiliser pour faire la politique. Je ne le ferai pas.
Je ne m'occupe pas des dossiers de justice. Alors vous avez également évoqué des réformes tantôt, celle-là en fait partie. Mais justement, moi, c'est la question que je pose pratiquement à tous les candidats déclarés, M. Boubacar Camara. Nos présidents ne cessent de prendre du poids. Alors, par rapport à l'hypertrophie présidentielle, que diminuerez-vous par rapport justement au fonctionnement du président? Le pouvoir présidentiel au Sénégal est très large et est renforcé par ce qu'on appelle le phénomène majoritaire. Lorsque vous avez un pouvoir exécutif et que vous avez à l'Assemblée une majorité qui vous renforce, c'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'au niveau des législatives, je m'étais battu pour concevoir le plan Boudi pour l'intercoalition Yewwi et Wallu, pour qu'on reprenne la majorité. Parce qu'en reprenant la majorité, on réduit le pouvoir de l'exécutif. Malheureusement, on n'a pas fait tout ce qu'on avait voulu faire. Ils n'ont pas voulu de liste nationale et tout. Ça a donné un résultat mitigé. C'est diable quoi. Alors qu'il y avait 8 députés. Déjà, même dans le système, 8 députés qui devaient venir à la coalition, c'était une majorité. Tous ces problèmes de troisième mandat. On nous signale que... Oui, il reste une seconde. Allez-y. Là, je dis, ce qu'il faut faire, c'est d'abord la nomination. Dans la nomination, il faut réduire le pouvoir. Nous, on a appelé à la candidature pour 36 postes les plus importants. Donc, tu n'as plus de pouvoir de nomination discrétionnaire. Ça, c'est important. Si tu n'as plus de pouvoir de nomination discrétionnaire, tu as réglé. Le gouvernement, les institutions du gouvernement, les postes sont établis. 5 postes de souveraineté, 5 postes pour les compétences transversales, 5 postes pour le social. Ils sont là. Les cahiers des charges sont là, c'est très clair. Ça réduit déjà ton pouvoir. Et maintenant, le reste, c'est le jeu politique. Le pouvoir de gardien de la Constitution, ça ne peut pas être le président, il faut un conseil pour ça. La Constitution, il faut une réforme des termes de référence pour une nouvelle Constitution. Le pouvoir est encadré, tu es élu. Les mandats, c'est 10 ans au cours de ta vie, 2 mandats de 5 ans, tu ne peux plus changer n'importe quoi. Les initiatives pour aller changer la Constitution, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de clauses d'éternité, tu le règles. Ce n'est pas un problème, ça. Alors, nos rapports avec l'Occident, de plus en plus critiqués par la jeunesse africaine. Alors, M. Camara, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Ah oui, c'est le vrai débat. La souveraineté. Vous ne pouvez pas développer votre pays si vous n'avez pas une souveraineté monétaire, si vous n'avez pas une souveraineté économique, si vous n'avez pas une souveraineté alimentaire. Si vous récupérez vos ressources naturelles et que vous vous regroupez, nous proposons un premier regroupement, la Fédération de l'Atlantique Ouest, nous la Guinée-Bissau et la Gambie, et là vous développez, vous discutez à mémoire égale. Et si vous n'avez pas la souveraineté, mais la jeunesse vous casse. À l'image des organisations des États du Sahel. Mais justement, c'est une initiative. Bon, c'est lié au fait qu'il y a eu des coups d'État, les gens les ont isolés. C'est un instinct de survie. C'est une initiative intéressante à suivre. Mais il y a des initiatives qui ont atteint leurs limites. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est ça ce que je vous disais. Économiquement, mettre l'argent là où il faut pour que les populations puissent vivre correctement, sauvegarder vos ressources naturelles, négocier à mémoire égale, renforcer vos ressources humaines, récupérer le nuage de cerveau qui est à l'étranger, réunir les conditions pour qu'ils puissent participer à l'appel à candidature pour travailler pour le pays, on peut développer ça. Monsieur Boubacar Camara, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de vos pertinentes questions. Merci beaucoup. Abdoulaye Mbow, merci. Je le sais, mélomane, mais je suis un idole de Bob Marley, mais Bob Marley n'avait pas eu raison de dire « Jah never give the power to the bald head ». Non, the bald head, Dieu donne pour le pouvoir, oui, mais également les hommes se donnent le pouvoir. Effectivement. Et Dieu ne change pas les hommes qui ne veulent pas changer. Merci, M. Camara. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe technique, merci à Penda. Le grand oral revient samedi prochain, Inch'Allah.